Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Mathieu Dubroc, Flowmaster chez CrossFit et Head Coach de Matt's Garage. Matt nous explique sa vision du coaching et du CrossFit. On va voir ensemble comment il est passé d'une box CrossFit au Canada à un garage gym avec le développement d'un business online. On a parlé de plein de choses passionnantes. Ses apprentissages suite à sa carrière d'athlète de haut niveau en voile. Le concept des 10 000 heures pour devenir un expert. Qu'est-ce qu'un bon coach sportif? Comment ouvrir une box CrossFit à succès? Comment trouver des coachs sportifs au niveau du recrutement? Et encore beaucoup d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Mathieu Dubroc. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, le business du fitness. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir Mathieu Dubroc. Bonjour Mathieu. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Salut, moi je m'appelle Mathieu Dubroc, je suis dans le monde du sport depuis tout petit. J'ai commencé le CrossFit en 2007, puis après de fil en aiguille, j'ai ouvert une box en 2009. Et puis techniquement en 2008, mais bon, ouvert les portes en 2009 pour vrai, parce qu'on pourra parler justement de business. Des fois, ça prend plus longtemps qu'on pense. Et puis maintenant, je suis formateur pour le seminar staff de CrossFit. Puis j'essaye avec la situation actuelle de tirer mon épingle du jeu au niveau justement business et fitness. Yes, ok, super. Moi, ce que je te disais en off et pourquoi je suis extrêmement ravi d'être avec toi aujourd'hui, c'est que quand je me suis intéressé un peu au CrossFit, dans le milieu francophone, je suis tombé sur toi. Tu m'as beaucoup inspiré, même si on ne se connaît pas forcément. Tu as eu l'occasion de venir dans ma box et on a wadé ensemble et c'était cool. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup à travers ce podcast, c'est de voir un petit peu comment les gens sont partis. Souvent, on part de zéro et puis progressivement, on avance un petit peu dans la vie. Toi, le Mathieu jeune, c'était un Mathieu qui était sportif, qui avait une vision de vouloir monter des choses, d'être entrepreneur ou pas du tout? Non, entrepreneur, clairement pas, parce que dans ma famille, ils ont vraiment peur de l'entrepreneuriat. C'est un peu, si je reprends les mots de mon père, quand je lui ai dit que je voulais faire HEC Montréal, il me disait, je respecte, mais c'est un peu la même chose que si tu me disais que tu allais devenir chirurgien et j'avais peur du sang. C'est pas mon monde. Donc, pas du tout entrepreneur, mais sportif, oui. À partir de 9 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de bateaux à voile. De façon un peu ironique, j'avais choisi la voile parce que c'était un sport où il ne fallait pas trop se dépenser. C'était assez facile d'utiliser le vent. Okay. Donc, contrairement au CrossFit où il faut pousser un peu. Mais non, depuis que j'ai 9 ans, je fais de 9 à 29, en fait, j'ai fait du bateau à voile de façon compétitive. Puis j'ai trouvé le CrossFit à travers ça. Donc, le sport a tout le temps été super important dans ma vie. Puis je pense qu'il y a j'ai du mal à me rappeler la date exacte, mais je devais avoir 12 ou 13 ans quand tous nos amis commencent à dire « Moi, je veux devenir docteur, moi, je veux devenir infirmier, moi, je veux devenir astronaute, moi, je veux devenir… bon, peu importe. » Là. Moi, ça m'énervait vraiment de ne pas avoir de plan pour mon futur. Je me posais vraiment la question parce que tous mes amis me disaient « Moi, depuis que je suis tout petit, je démonte tous mes jouets, donc je veux être ingénieur. » Puis je me demandais, c'est quoi que je fais depuis que je suis tout petit? C'est là que j'ai décidé que j'allais faire quelque chose avec le sport. Tu sais, j'étais comme, le seul truc que je fais depuis que je suis tout petit, c'est le sport. À ce moment-là, je pensais plus aux Jeux olympiques en bateau à voile. Puis pour finir, après plusieurs échecs, a été la réussite en affaires. Okay. Plusieurs échecs comme athlète. Je me suis dit peut-être que je suis meilleur comme coach. Et tu étais pas loin des JO ou ça se passait comment à l'époque? En bateau à voile, comment ça marche? Il y a
une personne par pays qui peut représenter, qui peut aller aux Olympiques. Donc, il y a deux choses. Il faut qualifier le pays. Ouais. Puis après ça, à l'interne, le pays décide qui va être son représentant. Mais vu que c'est des sports ultra coûteux, là, c'est comme l'équitation, tout ça, là, c'est des sports, c'est pas comme la course à pied. Ça coûte ultra cher aux pays hôtes. C'est eux qui fournissent les bateaux, tout ça. Donc, ils veulent une seule personne par pays. OK. Ils n'en veulent pas plus. Donc, c'est facile et difficile en même temps. C'est facile si tu es dans un pays où c'est facile d'être le meilleur. Je veux dire, au Canada, c'est plus facile d'être le meilleur en voile qu'en France, par exemple, parce que c'est moins un sport de prédilection. Par contre, ça dépend c'est qui est meilleur que toi. Moi, le gars qui était meilleur que moi, on a déjà réussi souvent à finir deuxième, mais on n'était jamais proche de le battre. Là, je veux dire, OK. il était très bon. Donc, on n'a jamais été proche. Certaines personnes regardent les résultats et disent « Ouais, tu étais deuxième, c'est le premier qui allait. » Je dis « Ouais, mais on était quand même loin de lui. » Ouais, c'est comme au tennis, quoi. Tu es dans la même génération que Nadal, Federer. En fait, tu aurais pu être bon, mais tu gagnes jamais rien, quoi. Exact. peu... C'est similaire. OK. Et qu'est-ce que t'ont appris et qui te servent aujourd'hui, du coup, toutes ces années dans le sport? Est-ce que ça, c'est bizarre que tu me dises ça, parce que dernièrement, j'ai un tableau ici, là, j'ai écrit quelques leçons que la voile m'avait appris, parce que je me disais, tiens, ça fait longtemps, ça fait 10 ans que j'ai arrêté. Je me disais, il faudrait que… Si je regarde la liste, le premier truc que j'ai appris qui m'a marqué, surtout quand j'étais jeune, c'est que c'est pas tant d'avoir un objectif élevé, c'est d'avoir les actions qui permettent d'atteindre cet objectif. On attend… On est dans une société où est-ce qu'on voit énormément, surtout avec les médias sociaux, il faut planifier des buts, il faut des buts intelligents, il faut smart goals, tous ces trucs-là. Ce qui est important, je suis d'accord, mais c'est pas parce que tu as un objectif écrit devant toi tous les jours que tu vas nécessairement actualiser cet objectif-là. C'est si tu apprends justement à créer des routines qui te donnent les actions nécessaires pour faire cet objectif-là. Puis je me rappelle justement très bien que j'ai fait 4 clubs de voile différents, puis à chaque fois, j'étais entouré de gens qui disaient « Moi, je suis le prochain champion. Je suis le prochain champion en voile. » Puis à ce moment-là, j'avais même pas d'aspiration, tant c'est quand j'étais plus jeune, avant 13-14 ans, que j'avais décidé de c'était mon sport. Moi, je disais, tu sais, je fais ça parce que j'aime ça. Mais dans le fond, de tous ces gens-là, je suis le seul qui a été sur l'équipe nationale, je suis le seul qui est allé au championnat du monde. Parce que dans le fond, je mettais en place petit à petit toutes les actions nécessaires pour avoir ce grand objectif-là. Donc, c'est pas tant que j'aime pas les objectifs, mais je regarde jamais trop c'est quoi l'objectif de quelqu'un quand je le rencontre. Je regarde c'est quoi les actions que cette personne-là… On t'a appris ça quand tu étais jeune? C'était coach dans le temps ou c'est toi au Pas fur et à vraiment, mesure? c'est à force, justement, je me disais en réfléchissant à 20 ans de sport compétitif, c'est un truc que j'ai appris. C'est un truc que plus tard, quand je choisissais mes coéquipiers, je me foutais un peu de celui qui disait « Moi, je vais aller aux Jeux olympiques ». Je prenais celui qui arrivait tout le temps un petit peu d'avance à l'entraînement, son bateau était tout le temps bien réglé, il écoutait, il s'entraînait toujours avec une intention, c'était jamais juste le faire pour le faire. Donc, je regardais beaucoup plus les actions. C'est comme ça que je me mettais, parce que c'est vrai, pour ceux qui ne connaissent pas, j'étais dans une catégorie en double. Donc, on a besoin de… nous, on peut se contrôler, mais on ne peut pas vraiment contrôler l'autre personne. Quoi. Donc, c'était un peu à cause de ça que j'ai commencé à essayer de voir comment je pouvais avoir une meilleure sélection de quelqu'un avec qui quand même mettre en action. Quand on fait des campagnes olympiques, c'est un peu comme si on se mariait pour 4 ans, là, parce que tu ne peux pas t'arrêter dans le milieu. Là, Ouais. Tu ne peux pas dire « Ouais, pour finir, j'arrête. » Ben, tu peux, mais là, ça va être un peu mal vu et ça met l'autre vraiment mal. C'est sûr. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est peut-être le premier truc. Après, l'autre truc aussi, c'est pour avoir étudié comme coach, après, on entend super souvent le 10 ans, 10 000 heures. Tu sais, il faut 10 ans, 10 000 heures, 10 ans, 10 000 heures. Tiger Woods avait déjà 10 ans, 10 000 heures quand il avait Et 20 Malcolm ans. Gladwell, quoi, je crois Qu'il l'a repris. Ouais. Il a repris l'étude. Mais en fait, si on regarde, ça aussi, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas vraiment. Parce que je peux prendre l'exemple, j'ai fait 20 ans de voile, donc on peut dire au moins 20 000 heures. Puis mon meilleur résultat à vie, c'est 40e au monde. Je veux dire, je ne suis pas le meilleur au monde. Et il y en a qui me battaient, ça faisait 6 ans, 6 000 heures qu'ils en faisaient. Donc,
bon, peut-être qu'ils étaient aussi plus intelligents que moi, plus de tactique, tout ça, ça se peut très bien. Ils avaient peut-être des meilleurs coachs, meilleures façons de s'entraîner, mais honnêtement, à haut niveau, j'ai jamais rencontré des gens qui ne s'entraînaient pas pour vrai. Tu ne peux pas faire ça pendant 20 ans puis être à moitié. Tu vas vraiment à ton 100%. Donc après, je suis allé étudier un petit peu d'où ça venait, ce 10 ans, 10 000 heures. En fait, c'est une moyenne. Ça avait été sur les musiciens, pour savoir combien de temps ça prenait pour devenir un virtuose. Et c'était entre 3 000 heures et 50 000 heures. Puis la moyenne faisait 10 000 heures. Donc, ça m'a amené vers, d'ailleurs, un Français, Idriss Aberkane, qui explique un peu, en anglais, on dit practice makes perfect. Mais après, pour finir, les gens, donc, c'est par la pratique qu'on devient parfait. Puis après, on entend souvent la maxime qui dit non, c'est en faisant une pratique parfaite qu'on devient parfait. Puis lui, dans le fond, explique comment, c'est un neuroscientifique, comment on fait pour télécharger un peu du savoir. Puis c'est un peu l'idée. On veut avoir le plus de connaissances dans son sport le plus rapidement possible pour battre les autres. Updater le logiciel, en fait, là, avant que le corps se dégrade trop pour qu'on n'ait plus le hardware pour. Donc, c'est un peu ça la bataille. Puis pour lui, dans le fond, c'est les unités pour ça, c'est des hâtes. C'est l'attention fois le temps. Mais donc, c'est pas juste le nombre. Ce que j'aime pas du 10 ans, 10 000 heures, c'est qu'on regarde juste le temps que ça prend. Mais on oublie d'enseigner aux gens que 10 ans, 10 000 heures, je vais te donner un exemple, ça fait plus de 10 ans que tu te brosses les dents tous les jours, mais tu n'es pas dentiste. Tu n'es pas expert là-dedans. La plupart d'entre nous, ça fait depuis au moins 10 ans, 10 000 heures qu'on cuisine pour se faire à manger, mais on n'est pas un restaurant, on n'est pas un restaurant 5 étoiles ou 3 étoiles du guide Michelin. C'est parce que quand on cuisine ou quand on se brosse les dents, on met à attention 10%. Et c'est un peu la même chose dans le sport pour réussir. Tu ne peux pas juste aller faire ta pratique à une attention de 10% parce que tu sais le faire. Il faut tout le temps que tu trouves une façon d'être à 100% d'attention pour que le temps investi vaille le maximum. Ouais, j'aime beaucoup aussi, j'en parle souvent quand j'accompagne du coup des coachs ou des patrons de club ou autres, c'est aussi la loi de Pareto, hein, le 20-80, et aussi il faut travailler intelligemment parce que tu as des gens, ouais, mais je bosse 80 heures par semaine. Oui, mais si tu pouvais faire la même chose, mais pendant que ces 20 heures, tu les faisais intensément et tu faisais les bonnes actions, tu n'aurais pas besoin en fait de brasser de l'air et de faire ces 60 heures. Donc, c'est vrai que je te rejoins effectivement par rapport à tout ça. Ouais. Absolument. Et ça, c'est des choses que je suppose que tu expliques aujourd'hui à tes athlètes ou aux personnes que tu as coachées, que tu coaches et qui te sert aussi, toi, personnellement, peut-être dans ta vie. J'essaye. Hein. En fait, moi, je pense beaucoup à… Ça va peut-être être presque spirituel, mais je pense beaucoup que dans le fond, pour moi, le sport, ça a été une façon d'avoir un sens à ma vie. Tu sais. Et que je pense que dans la société, il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas de sens dans leur vie. Ils font juste travailler parce qu'on leur a dit de travailler. Ils font juste s'entraîner parce que leur médecin leur a dit qu'ils avaient un surplus de poids ou la société leur a dit qu'ils étaient trop gros. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de ce qu'on pourrait appeler aussi la passion. Tu sais. Puis ça, au début, ça me prenait… J'avais vraiment du mal. Je ne comprenais pas que j'ai besoin de dire à quelqu'un 6 fois la même chose. Tu sais, moi, quand il y a un coach qui me disait un truc, j'étais comme, ouais, c'est bon, OK, parfait, go. Parce que j'étais passionné par ça, puis parce que il y avait un certain sens. À la rigueur, peut-être même si c'était pathologique, à un moment, on pourrait en parler. Je veux dire, les athlètes ont du mal à différencier leurs résultats et puis leur valeur personnelle. Mais je veux dire, à ce moment-là, c'était important pour moi de maximiser mon résultat. Donc, si cette information-là me donne un meilleur résultat, je vais le faire. Donc, avec mes athlètes, oui, je leur enseigne, mes athlètes du dimanche aussi, je leur enseigne à comment s'entraîner, mais j'essaie de leur inculquer que potentiellement, cette session d'entraînement, ça peut les aider à trouver un sens. Un sens. Puis pour certains, ça va être différent. Pour certains, ça va être un sens parce que tout d'un coup, ils se mettent à faire des petites compétitions comme le Open et des trucs comme ça, puis ça leur donne un désir de réussir quelque chose de différent que le travail ou la famille. Pour d'autres, ça leur permet de comprendre, exemple, un sens à la souffrance, entre guillemets. Parce que quand on s'entraîne, tu apprends que, il faut passer par le fait que tu te sens mal pour pouvoir que ça aille mieux. Puis certaines personnes, ça les aide. Donc, oui, toutes ces petites
tous ces petits apprentissages, j'essaie de les passer à mes athlètes, mais avec l'objectif qu'eux trouvent un sens là-dedans. On s'en fout un peu le chemin par où moi je suis passé. L'important, c'est le chemin par où eux, ils passent. Mhm. Et ça, de toute façon, s'ils ont un vrai why, ce sera plus facile aussi qu'ils se projettent et qu'ils profitent aussi. Parce que l'objectif, c'est une chose, mais nous, on les amène vers un chemin et il faut qu'ils apprécient ce chemin-là parce que sinon, ils vont arrêter rapidement. Donc, c'est vrai que c'est bien de les connecter à leur pourquoi. Rapidement, ou des fois, au début, moi, j'avais le problème des gens qui ne s'arrêtaient pas, mais ils atteignaient l'objectif. Une fois que l'objectif était atteint, là, ils arrêtaient parce qu'il n'y avait plus rien après. Ouais. Donc, après, oui, c'est soit à cette personne-là ou à nous de la projeter vers un nouvel objectif. OK. Et, C'est même le problème des ouais. athlètes. Hein, et on en a plein comme ça là, qui poussent comme des malades pendant 5 ans. Puis après, on les cherche, ils ont comme disparu. On ne sait plus où est-ce qu'ils sont. Mais ils ont atteint l'objectif. Ils voulaient absolument se qualifier pour le Marseille Throwdown. Ils sont allés, boum. Puis après, ils disent OK, je fais autre chose. C'est fini. Ouais, c'est là où tu vois les champions et puis les légendes, quoi. Là, à l'heure où on tourne ce podcast, hier, j'ai regardé la finale avec Nadal. Et quand je vois ce champion-là, il montrait des images. Donc, je crois que la finale, elle s'est terminée à 1h30 du matin. Le mec, il gagne son 21e Grand Chelem. Et juste après, il était en train de pédaler sur son vélo pour faire de la récup active. Enfin, c'est pour te dire, en fait, le mental que ce mec, il a. Et ouais, c'est là où tu vois la différence entre chaque personne a une façon de voir son sport ou sa vie de manière générale complètement différente, quoi. C'est ça c'est pour ça aujourd'hui peut-être que c'est un des plus grands tennisman au monde, quoi. Ça, c'est sûr. Exact. Et du coup, donc, cette expérience dans le sport, comment t'es arrivé, toi, dans le coaching, en tant qu'entraîneur, enfin, comment ça s'est passé pour toi? Je le dis souvent, j'ai pas peur de le dire, je pense à mon avis pour les mauvaises raisons. Au niveau que quand je faisais du bateau à voile, il fallait qu'on se finance, il fallait qu'on ait de l'argent. Donc souvent, je coachais, mais je coachais de façon un peu égoïste au niveau que je coachais pour moi avoir de l'argent pour faire mon truc. Je coachais pas nécessairement. L'objectif des personnes que je coachais, bien sûr, on les rend meilleurs, mais mon objectif premier, c'était pas de créer des meilleurs athlètes. Mon objectif premier, c'était j'échange des heures pour pouvoir avoir moi de l'argent pour moi devenir meilleur. Donc, quand je suis arrivé proche de la retraite, il y a un moment au niveau en bateau à voile, il y a un moment avec mon coéquipier, on savait, bon, OK, c'est bon, on fait une dernière campagne, puis c'est un peu un tour d'honneur, on n'arrivera pas. On ne sera pas capable de battre ces gars-là. Peut-être que c'était défaitiste, tout ça, mais bon, c'était ça notre raisonnement. Donc, on fait un dernier, on en profite. Cette fois-ci, quand on va au championnat du monde, on reste une semaine de plus pour genre prendre des vacances, tout. Donc, on fait ça. Et puis, en même temps, je découvre le CrossFit parce qu'un de mes coachs me dit tu devrais regarder CrossFit.com. Donc, en 2007, je vais sur CrossFit.com. J'essaye quelques entraînements, un peu comme tout le monde. Genre, j'ai un reality check. Je me fais défoncer par le workout de 15 minutes. Et tu fais ça où? Dans un gym? Chez toi? C'est quoi ta première expérience? Le premier, je l'ai fait dans le jardin de mes parents. Le premier, c'était Helen. Je venais de voir Annie Sakamoto faire Helen. Okay. Et dans ma tête, je me suis sérieusement dit ça a l'air facile. Et puis, j'ai pris le double du temps qu'elle. Ah non, en fait, excuse-moi, le premier workout, j'étais à Miami dans ça, c'était quand j'ai commencé sérieusement, j'étais dans le jardin de mes parents. J'étais à Miami à la base d'entraînement américaine où est-ce qu'ils laissent les Canadiens s'entraîner. Et puis, justement, on m'a montré le site Internet. Je suis allé sur le site Internet, puis il y a un Américain qui a dit « Ah, CrossFit, ouais, j'ai commencé, on fait un WOD ensemble. » Puis c'était Helen, puis il m'a défoncé. Il est allé 2 fois plus vite que moi. Et c'est remise en question, non? En fait, non, c'est un peu pour ça que j'ai accroché, parce que je me suis dit « No way qu'un Américain me rebat encore. » Donc, il faut que je m'entraîne pour être capable de retourner m'entraîner contre lui.
Mais après, donc, je commençais à aimer le CrossFit. Je faisais ça sur la route. Beaucoup. Tu sais, j'avais une paire d'anneaux, un dumbbell, une haltère de, je pense, vraiment, pour moi, lourd. Ça devait être 70 livres. Donc, 32 kilos. 32, ouais. 32. J'avais un kettlebell de 24 kilos, une corde à sauter Bodily. Puis je me promenais, on avait ça dans la van de l'équipe, puis je m'entraînais où est-ce que je pouvais. Et donc, j'étais comme, tu sais quoi, j'aime vraiment ce truc-là. Et dans les entraînements poids de corps, sur CrossFit.com, quand je regardais les résultats, je n'étais pas mauvais. Donc, je me disais, tu sais, compétitivement, peut-être que c'est mon prochain sport. T'sais. Donc, après ça, on a arrêté. Je continue à faire du CrossFit. Je me suis dit, je devrais ouvrir une box parce que c'est là que je te dis les mauvaises raisons. C'est comme ça, je vais pouvoir avoir des gens qui me payent pour venir s'entraîner pour que moi, je puisse être compétiteur. T'sais. C'était le même raisonnement. Donc, j'ai commencé une box pour essayer de m'entraîner en CrossFit. Puis, pour finir, après, justement, j'ai vu que ça avait un énorme impact sur les gens. J'ai continué à compétitionner, mais c'est devenu comme un second plan au niveau que j'adore compétitionner encore à ce jour. Mais il reste que je suis en paix avec le niveau que j'ai, là, au niveau que j'essaie plus d'être champion du monde. J'ai essayé pendant 20 ans avec la voile. Là, maintenant, en CrossFit, c'est sûr que si on s'entraîne ensemble, je vais essayer du fait que l'environnement de m'entraîner avec toi, exemple, me pousse à moins être meilleur. Donc, si ça fait que je peux gagner le WOD, je vais y aller à fond. Je ne vais pas relâcher un peu. Mais avant, ça m'aurait embêté si quelqu'un me bat. Je me serais dit, il faut que je m'entraîne plus fort parce que mon but, c'est d'être meilleur. Là, je vais juste me dire, c'est vraiment cool. J'ai eu une bonne session parce qu'il m'a vraiment poussé. Et en plus, il était meilleur que moi. Mais ça va pas je vais pas avoir du mal à dormir la nuit. C'est plus maintenant le développement de mes clients. Ce mindset-là, tu l'as eu au fur et à mesure, du coup, des années? En fait, ce mindset-là, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il était ultra compatible avec être compétiteur. Parce qu'au début, je voyais les compétiteurs, les gens de l'équipe nationale. Puis je voyais monsieur, madame, tout le monde. C'est juste des gens, ils veulent juste perdre un peu du poids. Ouais. Mais après, comme au début, j'ai commencé mon centre avec l'objectif de compétitionner, j'ai attiré quand même pas mal de compétiteurs. Il y a un moment, on était reconnu comme un bon gym de compétition à ce niveau-là parce que j'avais 50 à 60 personnes qui faisaient l'extra, qui voulaient compétitionner. Mais je me suis rendu compte qu'en ayant le même mindset avec mes athlètes du dimanche, en fait, eux avaient encore plus de bénéfices que les compétiteurs. Donc, le mindset de compétiteur, c'est quoi? C'est le mindset que, si aujourd'hui on a fait un entraînement, c'était pas juste un entraînement, c'était une possibilité de s'améliorer. On va faire un debrief de voir, OK, quand je fais mes squats, je pourrais bouger de telle façon pour pouvoir m'améliorer un peu. Le mindset de compétiteur, c'était aussi je vais justement me donner une certaine discipline d'entraînement parce que pour moi, c'est important de m'améliorer. Je ne fais pas juste bouger pour bouger. Le mindset de compétiteur, c'était aussi d'avoir des partenaires d'entraînement. Je vais commencer à partager mon entraînement avec quelqu'un, puis les journées où moi, je ne suis pas motivé, cette personne-là va me motiver et vice-versa. Donc, j'ai commencé à enseigner les bases un peu d'être un bon athlète, les leçons que j'avais apprises justement en étant un athlète de haut niveau aux gens que j'appelais athlètes du dimanche. Et en fait, c'était eux qui avaient les plus grands résultats. Mes athlètes du dimanche, premièrement, il y en a qui sont devenus athlètes. Je veux dire, à des très bons niveaux. Genre même plus haut qu'on pensait que cette personne-là, alors que tu avais d'autres athlètes qui arrivaient qui pour finir, ils n'y arrivaient pas. Et c'est plus dans leur vie. Il y en a plein qui ils ont démarré des business, ils ont réussi à faire des changements dans leur vie au niveau personnel ou au niveau même de leurs études qu'ils n'auraient jamais fait parce que justement, ils ont commencé à avoir le mindset de tant qu'à faire quelque chose, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas à mon maximum? Pas nécessairement. En fait, la meilleure analogie de ça, je l'ai apprise un peu plus tard parce que je n'arrivais pas à le mettre en mots, mais c'est le coach de Michael Phelps qui expliquait toujours ça. C'est le concept d'essayer de toujours aller pour faire un record et non un résultat. Donc, tu essayes toujours. Donc, ça veut dire que mon athlète qui a 74 ans,
qui approche une barre et essaie pas d'impressionner la personne à côté. C'est pas de faire un résultat quelconque. C'est juste par rapport à elle. C'est quoi que j'ai élevé la dernière fois? C'est quoi que je vais être capable de faire aujourd'hui? Essaye toujours d'être meilleur que la veille, quoi, entre guillemets. Exact. Toujours avancer. Et pour toi, c'est quoi un bon coach? C'est quoi ta définition d'un beau coach? Honnêtement, ça, c'est sûr qu'on peut aller dans le classique de il faut quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui sait bien comment rallier les gens, qui peut communiquer, ci, ça, tout ça, mais un peu plus loin. Donc, tout ça, c'est vrai, je suis pour, puis c'est ce que j'enseigne dans les niveaux 2 de CrossFit, tout ça. Mais les meilleurs coachs que j'ai rencontrés, c'est les gens qui sont conscients, j'essaie de faire ça aussi, qu'ils ont très peu d'impact sur la performance de leur athlète, en fait. C'est pas des gens qui s'approprient la performance de leur athlète. Parce que comme coach, en fait, on est juste là. On donne pas des connaissances à nos athlètes. Nos athlètes trouvent ces connaissances parce qu'on les met dans un environnement qui les pousse à trouver ces connaissances-là. Mais encore plus vrai dans le CrossFit, c'est pas moi, si je t'aide à faire une session d'haltérophilie et pour finir, tu rajoutes 1 kilo sur ta barre d'arraché, c'est pas moi qui ai levé la barre, c'est toi qui as levé la barre. C'est pas... Tout ce que j'ai fait, c'est que je t'ai peut-être mis dans un environnement légèrement différent, je t'ai aidé à visualiser peut-être différemment le mouvement, comprendre un petit truc que tu avais mal compris, mais que tu connaissais déjà, que tu l'as compris différemment. Mais j'ai influencé de 1 ou 2% ta performance. Après, c'est toi qui as réussi. Donc, les meilleurs coachs, dans le fond, justement, ils comprennent très bien qu'ils sont juste là pour ne pas ralentir le développement de leur athlète. Ils ne sont pas là pour être la science infuse. Ce n'est pas le coach au centre, puis il y a l'athlète, puis c'est le coach qui est chez tout. Je pense qu'on est vraiment... un maillon parmi beaucoup de maillons qui fait que, on va dire, l'athlète va pouvoir s'épanouir, quoi. Exact. Maintenant, je vois vraiment, tu as l'athlète au milieu, tu as le coach. Après, tu as potentiellement un nutritionniste ou quelqu'un qui joue ce rôle-là. Après, tu as potentiellement le support affectif qui est là. Après, tu as la personne qui s'occupe de ses voyages, l'environnement. L'environnement familial, ça joue, enfin, famille, La amis et boxe. tout. Ouais. Donc, après, ça finit par avoir un gros impact sur les gens qui continuent parce que même si tu as juste 1 ou 2% d'impact sur ton athlète, multiplie ça par 365 jours, ça fait un gros impact. Mais le truc premier, par contre, c'est de ne pas avoir l'illusion qu'on a 100% d'impact dessus. Parce que là, sinon, on finit par ralentir. On met en boîte, on fait les erreurs qu'on a tous déjà faites. Exemple, non, tu ne sais pas faire un pull-up strict, donc tu n'as pas le droit d'essayer de faire un clean avec ton poids corporel parce que tu n'as pas encore la mobilité. On met des espèces de standards qui font du sens par rapport à nous et qui font pas nécessairement. On finit par mettre en boîte, je veux dire, chaque personne comme avec des standards qui nous rendent confortables, mais c'est pas pour le bien de l'athlète. Il y a certains standards qui sont intéressants. Là. Je te dis pas que, je veux dire, dans un niveau 1, je vais dire il faut faire un strict pull-up avant de faire du keeping parce qu'arrivé à un moment. Mais même à ça, je vais aussi pouvoir te raconter les 27 fois où est-ce que j'ai pas suivi cette règle parce que l'athlète devant moi n'en avait pas besoin. Oui, c'est sûr. Il y a toujours de la... C'est ça aussi la magie un petit peu du coaching, c'est que voilà, il y a des choses écrites, mais bon, la standardisation pour tout le monde, c'est pas possible, quoi. Et comment toi tu fais pour continuer à t'améliorer et à être un meilleur coach tous les jours? Dans les 2 dernières années, je me suis mis à lire énormément, comme de façon peut-être même excessive parce que je n'avais rien à faire. Genre un livre par semaine. Ouais. Et faire des résumés. Les étudier, là, mais... vraiment lire un livre, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui lisent sans retenir, donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Des fois, tu passes un bon moment, mais je veux dire, c'est pas différent que de regarder Netflix. Ça m'a aidé énormément. Et après ça, c'est vraiment toujours de rester conscient du peu de connaissances qu'on a, peu d'impact qu'on a. Les seuls moments où est-ce que j'ai manqué des opportunités d'apprendre, c'est quand j'arrivais
puis qu'on me donnait le chapeau d'expert, exemple, et que moi, je prenais le chapeau. Tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est si je m'en vais justement donner un niveau 1 en Inde, au Bengala. À Bengala, pardon. On me donne le chapeau de, tu sais, c'est moi le patron, c'est moi qui arrive, c'est moi qui donne la connaissance, c'est moi qui... Et c'est facile de prendre le chapeau et de juste être comme, ben, ça va être le match show. Tu sais. Mais là, tu n'apprendras rien. Tu sais. Fait que c'est pas qu'il faut refuser le chapeau, c'est juste se rappeler aussi que ben, quand je m'en vais en Inde, j'ai sûrement énormément à apprendre, premièrement, du fait que ben, tous les participants dans mon groupe étaient capables de faire un squat parfaitement avant que je leur apprenne. Donc, il doit y avoir quelque chose dans leur vie qu'ils font qu'on ne fait pas. Parce que ils avaient tous le torse parfaitement droit, les pieds directement en dessous des hanches, boum, ben, c'est parfait. Mais ça, tu t'en aperçois seulement quand tu es aussi là comme apprenti. Fait que c'est de se rappeler que malheureusement, plus on devient bon, c'est cool, ça fait plaisir, mais on nous donne de plus en plus souvent le chapeau de on est là pour apprendre de toi, Matt. Puis il faut toujours se rappeler de oui. Toujours garder une certaine humilité, quoi. Humilité et curiosité, juste voir comment eux ils font. Comment ça se fait que dans ma tête, exemple, je ne vais pas partir de débat, mais j'ai plus tendance à croire que c'est une bonne idée de manger de la viande, mais si j'ai des athlètes qui sont végétariens en Inde et puis qui sont ultra bons, il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, il y a encore une certaine curiosité à, au lieu de dire, ouais, eux, c'est l'exception. Ouais, non, eux, ils font ça, mais moi, je ne fais pas ça. Donc, c'est juste de rester curieux à ce niveau-là, mais ça a vraiment rapport avec le statut qu'on se donne. Parce que, ben, sur Macra, si on dit à quelqu'un qu'il est en charge, tout d'un coup, il préfère avoir tort, mais que les gens fassent ce qu'il a dit, au lieu d'être curieux. Tu sais. Ouais. Donc, c'est souvent comme ça que j'essaie de me le rappeler. Puis des fois, on se fait prendre. Hein. Je me fais prendre. Des fois, justement, la première fois que je reviens de l'Inde, je me dis, merde, qu'est-ce que moi j'ai appris? Donc, se faire aussi des feedbacks, des auto-feedbacks, ça aide aussi à avancer, quoi. Oh, oui, absolument. Mais la curiosité, je te dirais, c'est la curiosité. Ça aide énormément d'avoir des enfants. Là. J'ai des jeunes enfants en ce moment. Là. Ils posent 18 000 questions à la minute. Et des fois, ça nous embête. Mais tu sais, je me dis, c'est ce qu'on reproche aux ados, entre guillemets. C'est qu'ils soient plus curieux, qu'ils ne posent plus de... Puis c'est ce qu'on reproche aux adultes. Les adultes, c'est le même principe. Parce que souvent, on prend tout. Ouais, OK, c'est ça que tu m'as dit, c'est ça que je vais faire. On ne questionne plus. C'est sûr. Et du coup, tu parlais tout à l'heure, la boxe, tu l'as ouverte en 2009, tu voulais l'ouvrir en 2008, tu nous as dit que c'était compliqué. Comment ta vie, entre guillemets, d'entrepreneur, comment tu t'y es pris pour monter cette boxe-là? Est-ce que ça a été facile? Enfin, quelles ont été un peu les choses que tu as faites et comment ça s'est passé? En 2007, j'ai commencé le CrossFit. Vers la fin de l'année 2007, il y a CrossFit Montréal qui a ouvert. Je suis allé prendre quelques cours là-bas. En fait, j'ai acheté 10 cours, j'en ai pris 4. Parce qu'au quatrième, j'ai dit au propriétaire, tu sais, moi, je vais ouvrir une box CrossFit. Si tu veux, tu peux l'ouvrir avec moi ou je vais être ton compétiteur. Okay. Donc, il m'a dit, OK, ouais, c'est bon, on ouvre ensemble. Donc, je le dis souvent avec plusieurs de mes amis, je pense la première chose qu'il y avait, c'est une énorme naïveté, que ça allait être facile, que j'avais juste besoin de demander à quelqu'un, boum, on allait le faire, ça allait être simple. Parce que si on sait vraiment tout le travail qu'il y a, peut-être qu'on ne le ferait pas. Si on était capable de voir dans une boule de cristal dans 5 ans, on ne le ferait peut-être pas nécessairement. Donc j'étais très naïf et c'était bon. À l'époque, il n'y avait pas énormément de concurrents là pour l'instant. Enfin, c'était au tout début. Non, CrossFit Montréal, c'est la 37e boxe au monde, un truc comme ça. Ou 42, okay. Je ne sais plus. Donc, c'était très, 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 très début. Là. Donc, on a attendu un peu. En fait, j'ai coaché pas mal à CrossFit Montréal pour voir. Puis aussi, j'imagine, mon associé, comme ça, voyait si j'étais bon ou ce qu'il fallait faire avant qu'on commence. Puis après, en 2008, on a pris l'affiliation CrossFit Laval.
Et l'idée, c'était d'ouvrir sur l'île de Montréal, mais pour finir, justement, quand on a pris CrossFit Laval, on s'est dit, il y avait déjà CrossFit Montréal, on devrait être le premier dans une ville. Donc, moi, je n'habitais pas à Laval. Donc, c'est pour ça que ça a pris plus longtemps, parce que là, il a fallu que je déménage à Laval, qu'on fasse un peu, qu'on voit comment la ville est organisée, où est-ce qu'on devrait ouvrir, quoi, pour vivre un peu. Donc, pour finir, on a ouvert en 2009. Et dans la première année, on a failli faire faillite parce qu'on a ouvert dans un endroit où est-ce que le loyer était très cher. Il y avait c'était un centre commercial. Il y avait beaucoup de passants, mais ça coûtait trop cher pour ce qu'on Niveau avait prévu. rentabilité, oui. On s'est fait mettre dehors aussi parce qu'on faisait trop de bruit. Donc, en fait, en une semaine, on a dû déménager, mais ce qui a été la meilleure chose parce que ça nous a forcé à aller dans un espace industriel où est-ce qu'on ne dérangeait pas, puis où est-ce qu'il y avait plus de chances de réussir. Donc, on a déménagé. Et puis, après, on a fait un peu, j'imagine, comme le questionnement de beaucoup de gens, c'est quoi la taille parfaite? Donc, on était relativement petits, 2000 pieds carrés, ça fait grosso modo 180 mètres carrés. Après ça, on a déménagé pour 500, fait que ça ferait autour de 1800 mètres carrés. Okay. Après, donc, on a vraiment grossi. Mm-hmm. Après, on a comme énormément grossi, genre 3500 mètres carrés, on a doublé. Après, on a rapetissé. On a fait plein d'essais-erreurs, en fait, où est-ce qu'on a été, je dirais, victime un peu de ce que je disais du coach qui pense que c'est grâce à lui que tout le monde réussit. Comme on était dans les premiers, on pensait que c'était notre recette qui était bonne et c'est pour ça qu'il y avait de plus en plus de membres. Mais en fait, la vraie chose, c'est que notre recette était correcte, mais ça devenait de plus en plus populaire, le CrossFit, et il n'y avait pas de box. Donc, tout le monde, par défaut, devait venir à notre box. Mais nous, bien sûr, on ne l'a pas vu comme ça. On l'a vu comme on est champion du monde. On est vraiment bon. Il faut qu'on grossisse parce qu'on va devenir une super puissance du CrossFit. Et au bout d'un moment, l'inévitable est arrivé. J'ai plein de membres qui ont démarré des box dans le coin. Donc, ça a comme stagné. Et c'est là qu'on s'est questionné pour se dire, comment ça se fait qu'on avait tant de membres, puis là, pour finir, on en a moins. C'est pas juste les compétiteurs, parce que, je veux dire, au bout d'un moment, quand on peut aller à 3 box à 15 minutes de chez nous, on va décider la meilleure. Nous, on pensait qu'on avait une super bonne recette. Pourquoi ils ne viennent pas? C'est là qu'on s'est rendu compte que peut-être on n'était pas si bon que ça, qu'on était juste opportuniste et on avait été au bon endroit au bon moment. Et c'est là qu'il y a eu la vraie recherche de l'entrepreneuriat, je te dirais à peu près autour de la 4e année, 5e année. Où est-ce que là, OK, c'est quoi notre vraie culture à CrossFit Laval? C'est quoi notre vraie... nos vraies valeurs, puis la vraie valeur ajoutée de venir à CrossFit Laval versus un autre, c'est quoi qu'on va décider de développer? Parce qu'au début, même principe. Cette prise de conscience, du coup, elle s'est matérialisée comment, du coup? On a là, on est vraiment allé sur la qualité du coaching. On s'est rendu compte, parce qu'au début, faussement, comme je disais, avec notre idée tout le monde est un peu comme ça, tout le monde aime flatter son ego. Donc, on se dit, on a plein de compétiteurs, ça veut dire que notre programmation est incroyable, tout ça, mais par défaut, en fait, on était le gym qui accueillait les compétiteurs, donc on avait plein de compétiteurs, c'était pas parce qu'on était bon. Donc, on s'est rendu compte que peut-être, justement, c'était pas tant la programmation, c'était pas tant les compétiteurs, c'était la qualité des coachs, parce qu'il y avait quelque chose, par exemple, j'étais devenu formateur, je prenais des entraîneurs qui avaient juste la passion de coacher, mais dont c'était vraiment pas la profession, puis je les formais, puis ils devenaient vraiment de mieux en mieux. Donc, on s'est dit, OK, c'est vraiment ça, notre core business. Ça va être que nos cours vont être, ça n'existe pas, mais s'il y avait du CrossFit pur, c'est vers ça qu'on essaierait de tendre. D'être très collé sur la méthodologie, très collé de comment on peut maximiser un cours de CrossFit. Puis après, on est allé vers ça, puis tu vois, exemple, mon coach principal, Benoît, on a fait un plan de 5 ans à ce moment-là que lui-même puisse aller sur le seminar staff. Maintenant, il est sur le seminar staff. Donc, on a mis comme des objectifs tangibles pour les coachs par rapport à... Dans le fond, mon travail est devenu d'essayer
de former les coachs le plus possible parce que les coachs étaient un peu mon produit comme propriétaire. Puis après, c'était les coachs qui allaient donner le produit au reste. Alors qu'avant, c'était aussi très centré sur moi, là. Surtout quand il y avait le truc de compétition. Ouais. On peut appeler ça de l'ego mal placé, tout ça, mais c'était très simple vu que j'étais dans les bons compétiteurs de dire à quelqu'un comme moi, mais Andy, si tu veux pas faire les muscle-ups comme ça, tu sais, toi, t'en fais combien en ligne? Moi, j'en fais 18. Donc, t'es mieux d'utiliser ma méthode. Mais tu sais, c'est pas la chose à faire, là. C'est pas intelligent, ça. Ce serait beaucoup plus de voir comme, OK, mais ton centre de masse n'est pas au bon endroit, c'est pour ça que tu as du mal à enchaîner, on va faire de telle façon. Il faut que ça soit centré sur l'athlète, c'est pas sur parce que tu le fais différemment de moi, c'est mauvais. Mmh. Et toutes ces compétences, notamment quand tu commences à avoir une équipe, il y a le côté management. Est-ce que ça, c'est des choses que tu avais apprises dans le passé ou c'est arrivé comme ça et tu as appris sur le tas? Moi, j'ai appris sur le top, je pense que je suis encore très mauvais là-dessus. S'il y a un truc à améliorer, je suis pas très bon à communiquer. Donc, je parle pas comme communicateur, c'est clair, je donne des formations, tout ça, ça va pour expliquer, mais je suis pas souvent dans ma business ou dans le plan, tu sais, dans ma tête, je suis dans 3 ans, mais j'oublie que mes coachs, eux, ils sont dans le présent. Donc, j'ai du mal à faire le lien Ouais, entre la vision, où est-ce qu'on s'en va, et de les amener tranquillement à aller vers ça. C'est un peu comme... Ouais, ça, c'est définitivement quelque chose à améliorer. Donc, ça m'a causé plusieurs problèmes, d'ailleurs, qui ont été des bons apprentissages. Je pense que je deviens meilleur avec ça. C'était un peu le même principe avec les adhérents. J'avais du mal aussi à communiquer avec eux vers où on allait. J'avais tendance, justement, à jamais vraiment porter attention. Si tout le monde se plaint parce qu'en ce moment, on fait un peu plus de force, un peu moins de cardio, j'ai plus tendance dans ma tête à dire, OK, mais c'est pour ça qu'ils me payent. Ils savent pas, ils savent pas, donc j'ai pas besoin de leur expliquer. Je trouve que c'est peut-être une bonne idée qu'ils comprennent tranquillement. Maintenant, je leur explique un peu plus. Ben là, c'est bientôt le Open. C'est pour ça qu'on fait un peu plus ci, qu'il y a un peu moins de... Il voit l'idée générale derrière et c'est plus facile de suivre quand on comprend que de juste suivre de façon aveugle. Ça, c'est un problème d'athlètes de haut niveau, je pense. Les athlètes de haut niveau, on suit de façon aveugle. On essaie d'aller chercher le meilleur coach, on ferme les yeux, on lui dit dis-moi dans quelle direction aller. Et avec toutes ces années-là, qu'est-ce que tu as retenu par rapport justement à la gestion d'une équipe? Tu disais fort justement que tu prenais les gens avant tout par la passion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ouais, mais comment on recrute des bons coachs, etc. Et moi aussi, j'ai un peu cette vision. Je pars du principe que ce sera toujours plus facile pour moi de former mes équipes à ma vision des choses, à ma méthodologie. Par contre, ce sera très difficile de leur changer leur savoir-être. Et donc, comment toi, tu t'y prends? Et ensuite, est-ce que tu avais au niveau du coup management pour avoir cette vision qu'est-ce que vous allez faire dans 1 an? Qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans, par exemple, avec c'était Benoît, je crois que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu avais des rendez-vous trimestriels? Comment tu t'organisais du coup avec ton équipe pour la gérer et pour la garder du coup motivée? Pour trouver les coachs, tu vois, la première chose qui me vient en tête, je dirais, je suis chanceux parce que j'ai jamais eu de pénurie de coach. Il y a souvent des gens qui disent comment tu fais pour avoir des coachs? Moi, j'en cherche. Est-ce que c'est parce que j'ai été au bon endroit au bon moment? Peut-être. Est-ce que c'est parce que maintenant, par le fait qu'on est formateur pour CrossFit, tout ça, il y en a qui se disent je vais aller apprendre d'eux, donc ça vaut la peine. Je dois être biaisé parce que je suis dans le centre du truc. Mais donc, ma vision biaisée de comment on faisait pour avoir des coachs, c'est que j'ai seulement une seule fois recruté un coach de l'extérieur du gym. Avant, c'était tout le temps des gens qui venaient de l'interne. Des fois, c'est eux qui manifestaient, tu sais, un jour, j'aimerais ça, peut-être coacher un peu, peut-être la classe du samedi. Puis d'autres fois, c'était moi qui disais, tu sais, qu'est-ce que tu en penses si on commençait à te former comme coach parce que je pense que tu es un bon exemple pour telle raison. Et de cette façon-là, c'est des gens qui savaient déjà très bien comment je fonctionnais, qui aimaient bien déjà mes qualités puis qui comprenaient mes défauts, donc ils savaient dans quoi
ils s'embarquaient. Fait que c'était déjà plus facile au niveau managérial. Mhm. Après ça, moi, la façon que je fonctionne pour le moment, puis ça marche encore, je suis très, très, très fait comme je fais parce que je vais essayer de toujours l'idée par l'exemple. Donc, d'un autre côté aussi, ça me rend un peu strict parce que comme je sais le faire, je peux aussi te dire, ben, déplace-toi, je vais te montrer, ça devrait être fait comme ça. Mais ce qui n'est pas toujours la bonne chose non plus, je suis d'accord. Mais donc, je fonctionne vraiment, vraiment avec, vu que je m'entraîne encore beaucoup, je veux des coachs qui s'entraînent. Donc, nous, dans le fond, nos meetings, c'était simple. Je m'entraînais le matin une fois, je m'entraînais l'après-midi une autre fois. Fait que tu viens à une des 2 sessions d'entraînement, tu t'entraînes avec moi, puis comme ça, on parle. Puis, donc, on faisait l'entraînement. Donc, d'une pierre deux coups, tu as des coachs en forme. On fait la programmation du jour de toute façon. Donc, en plus, ils vivent la programmation avant de la coacher. Ça nous permet d'échanger aussi, de dire, ben, moi, j'ai donné les classes du matin. Je pense à Ben, exemple, il venait s'entraîner à la session d'après-midi juste avant de lui commencer à coacher. Et ça, au niveau gestion du gym, les heures étaient bloquées. Par exemple, il n'y a rien qui se passait au gym entre 10h et midi, puis après, entre 2h et 4h. C'était le moment où est-ce que je m'entraîne et le moment où est-ce que les coachs s'entraînent. OK. Donc ça, au niveau business, on l'avait fermé. Et tu faisais toujours du coup le WOD du jour qui était du coup où tu avais une semaine, tu faisais la programmation Non, on une fait semaine toujours le avant. truc du jour. OK. Le truc du jour. Comme ça, si les gens nous demandent c'est quoi notre résultat, on peut leur dire. OK. Et je dis pas que c'est mauvais d'être en avance, mais honnêtement, depuis la journée 1, je programme. J'ai quand même une très bonne, ça c'est une des forces qu'on a. J'ai une très bonne idée de combien de temps le workout va prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça devient très rare que je me trompe complètement. Tu sais, je pense que le workout va être 20 minutes, puis c'est 45 ou 2 minutes. Donc pour ça, je n'avais pas besoin d'être en avance. Donc, j'aimais bien aussi que la culture du gym, c'est que tout le monde le fait aujourd'hui. C'est ce que je vais souffrir comme tout le monde. OK. J'ai mal aux jambes en même temps qu'eux. J'ai les abdos en même temps qu'eux, tout. Donc, c'était un peu, on avait très rarement des vrais gros meetings. C'était toujours très informel. À un moment, je m'en suis rendu compte, j'en parlais avec ma femme. Je lui disais, je suis ultra chanceux, moi, parce que j'ai des employés qui ne veulent même pas être payés pour faire des réunions parce qu'en fait, ils viennent s'entraîner personnellement à ce moment-là. Et en même temps, nous, ça nous fait une réunion, mais je dis, tu sais, je suis vraiment chanceux au niveau qu'on te connecte tous les jours dans un bon environnement, mais ça ne me coûte rien, entre guillemets, parce que moi, je me serais entraîné de toute façon, ça ne me coûte rien en temps. Eux, ils sont super contents parce qu'on se pousse et puis ben, ça les prépare pour justement leurs objectifs. Maintenant, c'est parce que ça avait toujours fonctionné comme ça, donc on avait le luxe de pouvoir un peu dire aux gens, c'est comme ça que ça marche. Si vous n'aimez pas ça, ben, peut-être que vous n'êtes pas un bon fit pour nous. Si c'était à redémarrer à zéro, je ne sais pas si c'est faisable, hein, parce que il ne faut pas non plus que les coachs voient ça comme de... Moi, ils ne voyaient pas ça comme de l'exploitation. Ils voyaient ça comme un privilège de pouvoir s'entraîner avec les autres coachs. Ouais, puis il y avait je pense qu'il y a une émulation. Enfin, c'est aussi intéressant de fonctionner comme ça, oui. Et du coup, comment s'est passé avec, on va dire, l'ouverture avec plusieurs box et tout, la concurrence? Comment ça s'est passé au fur et à mesure, le fait de vouloir se recentrer sur sa vision, le coaching, les coachs? Comment toi, tu as senti année après année on va dire, c'était plus une mode, le CrossFit, c'était devenu du coup dans le paysage économique du fitness. Comment tu vois cette évolution, toi, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe? Ça, c'est une bonne question. Au niveau personnel, on a eu des moments, j'en parlais avec mon associé Jacques, qui lui a démarré même avant moi. C'était dur parce que, je veux dire, nous, on a démarré dans un monde où est-ce que les gens trouvaient ça cool de faire des burpees dans du gravier. À la rigueur, genre la tête dans une flaque d'eau en bas du burpee, là, parce que c'était le SWAT qui s'entraînait, c'était les interventions tactiques, c'était l'équipe nationale, c'était
quand tu rentrais dans un gym CrossFit qui était underground, qui sentait un peu la sueur, puis il y avait un peu de poussière, tu étais un peu comme dans le. Tu étais Rocky. Tu étais l'anti-gym. Tu Ouais. étais dans le contraste justement du statu quo. Tu étais justement dans un club select. À la rigueur, tu n'en parlais même pas. C'était comme ton secret. Alors que maintenant, c'est la première règle. Si tu fais du CrossFit, tu le dis à tout le monde. Donc je veux dire, je ne dis pas que ça, c'était bien. Mais avec cet environnement-là venaient certaines valeurs. Puis il y a beaucoup de gens qui ont démarré parce qu'ils adhéraient à ces valeurs-là. Ces valeurs de justement, on lâche jamais avant la fin du workout. Les valeurs de on s'en fout, c'est quoi le workout, c'est avec qui tu le fais qui est important. Les valeurs aussi, même principe, on s'en fout, c'est quoi l'équipement que tu utilises, c'est le mouvement puis c'est la qualité de ton mouvement. On s'en fout si tu as des souliers d'haltérophilie ou pas. Si ton squat est mauvais, ton squat est mauvais. Si ton squat est bon, ton squat est bon. Puis, donc, en fait, ce qui était difficile au début, c'était de comprendre que ces valeurs-là peuvent encore exister dans le nouveau monde du CrossFit. Par exemple, là, après chaque séance, le plancher est propre, aspirateur, tout, j'ai jamais vu ça genre, dans mes 5 premières années de CrossFit. J'ai des plates Rogue de compétition avec le petit truc en métal, tout est beau, il y a les beaux clips. Mais par contre, ça ne veut pas dire que la culture est différente. Donc, mais au début, j'ai eu du mal un peu parce qu'au début, je voyais genre les nouveaux arriver et être là parce qu'à la rigueur, genre sur leur porte-clés, d'avoir un petit, moi j'avais des petits codes barres là, pour pouvoir scanner pour rentrer. Avoir le petit code barre CrossFit Laval, ça faisait bien. C'est pas pour ça que tu viens. T'sais. Mais après, je me suis rendu compte que c'est peut-être ça qui les a amenés, mais après, c'est à moi de leur inculquer c'est quoi les cultures du gym, c'est quoi la culture du gym, puis c'est quoi qui est important. Puis après, il y en a peut-être qui décideront de partir parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais donc, c'est ça. Au début, ça a été dur parce que j'avais du mal à dissocier les deux. Je voyais ça comme un changement de culture qui m'était imposé. Puis après, j'ai remarqué que, ben non, comme dans tout, je veux dire, les événements arrivent, puis comment tu réagis à l'événement, c'est propre à toi. C'est ce que tu laisses passer ou pas. Oui, puis c'est les valeurs aussi, comme tu le dis, hein, c'est les valeurs du honneur, c'est les valeurs de l'équipe qui fait que, et c'est marrant quand les gens, nous, on insiste beaucoup quand ils sont en vacances ou en déplacement, allez voir dans les autres box comment ça se passe. Et à chaque fois, les gens te disent, ah oui, c'est complètement différent. Alors que dans la tête des gens, en fait, comme il y a marqué CrossFit, c'est exactement, tu vois, le même modèle, la même. Mais en fait, non, c'est ça aussi qui fait, on va dire, le charme d'une box, c'est que, voilà, et ça convient, il y a certaines box qui conviennent à certaines personnes, il y en a d'autres qui préfèrent d'autres box. Et en fait, c'est OK avec ça. Et c'est sûr que c'est ça qui est difficile du coup. Et moi, j'ai bien vu quand j'ai démarré, où j'étais le seul aujourd'hui, il y a 4 box dans la ville. Bon, bah, il y a un moment donné, tu dois trouver ta propre identité en fait. Et les gens vont venir pour ça, quoi, pour les valeurs que tu arrives à dégager. Donc, le plus difficile, du coup, c'est de leur expliquer ces valeurs-là. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et peut-être le plus dur aussi, c'est de se rendre compte, parce que là, on peut rajouter les F45, les Les Mills et compagnie. Il arrive un moment, ça, tu vois, c'était une de mes boss qui nous avait expliqué ça. Elle disait, au début du CrossFit, c'était vraiment facile. On était des Jedi et on était contre l'armée de l'empereur. Mais c'était facile de voir la différence. Il dit maintenant, ce qui nous rend inconfortable, c'est que tout le monde veut être un Jedi. Tout le monde se déguise comme un Jedi, mais tu ne sais pas c'est qui sait utiliser son sable laser ou pas. Donc, il faut s'apercevoir aussi que on a gagné. Tout le monde veut être un Jedi. À la base, quand quelqu'un veut copier CrossFit, c'est pas parce que c'est lui qui a gagné, c'est parce que il reconnaît que bon, la business est là et le résultat est là, donc on va copier ce truc. Et c'est de se rendre compte qu'on fait tous la même guerre. On veut tous que les gens bougent, on veut tous qu'ils mangent mieux, on veut tous qu'ils se rendent compte que dans le fond, d'avoir un peu de discipline et s'entraîner, c'est bon. Donc, je pense que le truc le plus difficile qui a été pour moi, c'est que justement, avec ce truc qui a grossi
et qu'on est devenu mainstream. On est devenu. Moi, j'ai vécu la même chose dans l'informatique. J'ai étudié en technologie de l'information au début, en 2000 à 2003. J'étais un weirdo qui avait un Mac. Les personnes avaient. Là, maintenant, c'est mainstream. C'est normal. Tu es même l'emblème du capitalisme parce que tu as un iPhone. Je disais, moi, je me rappelle de 96, c'était une compagnie qui allait faire faillite. Là. Apple. Bon, mais c'est un peu le même principe dans le monde du fitness. Il faut se rendre compte que c'est de la même façon que Apple a gagné. Tous les téléphones intelligents copient leur iPhone. Après, ils essayent de faire des trucs un peu mieux, tout ça, mais il reste que c'est un écran tactile. Il n'y a plus de BlackBerry avec un écran physique. Ils ont gagné. Tous les gyms qui sortent, ça ressemble à un CrossFit. Des fois, ils mettent un turf, mais je veux dire, il y a un rig, il y a des barres, c'est plus des pec decks. Il n'y a plus ça. Donc, il faut plus célébrer de dire, wow, on a gagné. Un peu comme les Romains, à un moment, ont foutu le latin partout. Mais le CrossFit a mis l'entraînement fonctionnel partout. Et maintenant, comme le latin a donné naissance au français, à l'italien, ben là, le CrossFit va donner naissance à plein de trucs. Mais là-dedans, il reste que le latin, il reste le latin. Il reste que le CrossFit, il reste le CrossFit. Et comme tu as dit, dans le fond, le plus difficile, c'est d'être comme, OK, mais attends, c'est quoi, nous, notre culture? Il reste que je parle légèrement différemment que dans plein de régions de France. Et les Belges parlent français légèrement différemment. Les Africains, même chose. Mais il reste qu'on parle tous français. Mais ça ne veut pas dire qu'on a chacun la culture de l'autre. Mais c'est le truc, en fait, qu'il faut se rendre compte. C'est pas parce que toi, tu parles français que tu me voles ma culture. Et c'est pas parce que moi, je parle français que je te vole ta culture. Ça, c'est propre à nous. Et dans le monde de l'entraînement fonctionnel, c'est, je pense, le truc super dur en ce moment pour beaucoup de teneurs de boxe. C'est de comprendre que c'est pas parce que l'autre, il copie un truc ou quoi que ce soit. Et tu viens de le dire, il copie. Il copie. Ça va donner naissance à l'italien. Toi, tu vas continuer à parler français, c'est pas grave. Mais focus sur le dictionnaire francophone. Connais mieux ta langue, tes accords, tes si, c'est quoi. Là, c'est le même principe. Ressente-toi sur la méthodologie CrossFit, c'est ça ton truc. Pour laisser les autres qui font, comme je voyais, là, les lunges de côté sauter avec un 180, OK, c'est cool, appelle ça de l'entraînement fonctionnel, mais c'est pas mon truc. C'est pas grave. Toi, c'est bien. Puis si j'ai un ami qui décide de faire ça, au moins il bouge. Et moi, je vais rester centré sur ce que je sais bien faire. C'est la méthodologie CrossFit. Et ça n'empêche pas que l'autre a le droit de faire un autre truc. Je ne vais pas dépenser d'énergie à dire que l'italien ne devrait pas être parlé. Je vais dépenser de l'énergie à promouvoir la langue française. C'est là où c'est difficile, du coup, je pense, pour le chef d'entreprise, c'est éviter de vouloir partir partout. Un peu comme la stratégie des Globo Gym, où l'idée, c'est de mettre un petit peu toutes les philosophies et puis les mettre, et puis on ne sait pas trop, mais en tout cas, on met tout ça à disposition. Et quelqu'un qui va être vraiment spécialisé ou autre et qui va être focus, quoi. Non, exact. Mais il faut le voir. Moi, à chaque fois qu'il y a un truc qui me chicote un peu sur Internet, là, je suis sur Instagram, je fais un post, puis après, j'ai une publicité d'un truc soi-disant fonctionnel. Avant, ça m'énervait. Maintenant, genre, je célèbre. Je suis comme, un autre, on a gagné un autre. Ouais, c'est une bonne vision, une bonne façon de voir l'avenir. De toute façon, ça ne servira à rien d'essayer de mettre son énergie là-dessus. Autant se concentrer sur son propre business. Je vois l'heure tourner. Je ne sais pas si tu as encore quelques minutes. Moi, mon prochain cours est dans 1 heure, donc je suis relax. Ok, super. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi, même si je crois connaître la réponse? Qu'est-ce que ça a changé la Covid? Qu'est-ce que ça a changé tout ce qui a pu se passer depuis 2020 là, par rapport à ce que l'on sait? Oui, absolument. La Covid, les aspects négatifs, je pense que tout le monde les connaît. On n'a pas besoin de faire monter la tension artérielle de tout le monde en les redisant. Mais si on regarde les aspects positifs, de un, ça m'a donné l'opportunité de me former encore plus. J'ai pu lire énormément. De deux, ça m'a forcé, exactement, on vient d'en discuter, à me recentrer sur la méthodologie CrossFit. C'est quoi? Il y a un moment, j'ai même pensé devenir éboueur. Je veux dire, j'étais comme, OK, genre le type de travail que je fais est très incertain pour les prochaines années. Peut-être je devrais faire autre chose pour subvenir aux besoins de ma famille. Comment tu te sentais à ce moment-là?
Ben, à ce moment-là, justement, c'est clairement on est clairement fâché parce que tu as l'impression, j'avais oublié un peu certains apprentissages. Tu te fais imposer un truc qui pour toi, exemple, le confinement, je veux dire, on a été fermé 5 fois, euh, qui, et ton premier réflexe, dans le fond, c'est de se battre contre ça et d'essayer de trouver les raisons de pourquoi c'est injuste. C'est injuste parce qu'on fait partie de la solution, c'est injuste parce qu'il n'y a pas eu d'éclosion dans les gyms, c'est injuste parce qu'il n'y a pas eu. Puis là, ça te garde ça. Pendant un moment, j'ai eu une bonne semaine où ça m'a gardé dans une spirale négative de juste, je vais leur prouver qu'ils font erreur en nous fermant. Ça, c'est un peu, à mon avis, puis on pourrait en parler longtemps, mais comme acheter un terrain dans une zone inondable. T'sais, après, tu peux trouver comme quoi c'est pas juste si ça que toi, ton assurance est plus chère, plus ci, plus ça, mais je suis comme moi, mais tu as acheté un terrain dans une zone inondable. Là, il fallait se rendre compte, on est rendu dans une zone inondable. Il y a des trucs qu'on ne peut plus contrôler, qu'on aimerait contrôler, mais on ne peut plus les contrôler. Mais par contre, au lieu de complètement changer, comme je te dis, à un moment, j'ai pensé, est-ce que je vais travailler pour Garda? Garda, c'est le transport exemple de coffre-fort et compagnie. Ou, en tout cas, je me suis dit un truc simple, je fais une formation de 3 semaines, boum, je travaille. Et après, je me suis dit, ben non, il faut se recentrer un peu comme une grande défaite que j'ai déjà eu en voile, tout ça, où est-ce que tu te questionnes, genre ta vie, qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Il faut se recentrer, dans le fond, sur ce qu'on fait. Il faut se recentrer. Si cet événement-là, ça ébranle le fait que je veux être coach, peut-être que j'aurais pas dû être coach parce que je suis pas coach pour les bonnes raisons. Parce que si c'était vraiment ça, mon objectif, je veux dire, je vais avoir 40 ans, ça fait un moment, j'arrive à un âge où est-ce que je suis presque à la moitié de ma vie où est-ce que je vais apporter à la société. Donc, je veux dire, il y avait un moment, c'est comme, est-ce que je vais vraiment lâcher tout ça ou je me recentre sur la méthodologie CrossFit? Je me recentre sur la base. Puis, je suis re-allé voir les CrossFit Journal du début. Ce qui m'avait fait accrocher genre au CrossFit, c'était quoi? C'était un gars, Coach Glassman, qui entraînait des gens dans un garage. Littéralement, il avait loué un garage double. Et le truc qui a révolutionné le plus le CrossFit, c'est quoi? C'est qu'il a décidé de faire CrossFit.com. C'était des workouts que les gens pouvaient faire chez eux. Donc, on a créé le truc virtuel CrossFit Laval chez toi pour pouvoir le faire chez toi. Et après, je me suis arrangé pour que mon garage puisse... on est revenu à la base pour que mon garage puisse redevenir un peu comme le CrossFit original. Et là, ça a fait deux choses. De un, tu vois un peu la lumière au bout du tunnel parce que ça recommence à fonctionner au niveau business. Mais plus important que ça, parce qu'après, l'argent, c'est l'argent, c'est pas le plus important, tu te ressens utile. Et là, les opportunités de business commencent à arriver parce que quand tu te sens utile, quand tu continues à faire le truc pour lequel tu crois que ça vaut la peine, donc que tout le monde bouge, que tout le monde apprenne à mieux manger, qu'on soit en amont des hôpitaux, qu'on essaie qu'il y ait le moins de gens qui rentrent dans les hôpitaux possible et qui puissent profiter d'une bonne capacité de travail, là, tout d'un coup, ça devient des opportunités. Parce que comme dans tout dans la vie, il n'y a jamais un champion sportif, je regarde toujours parce que c'est le sport qui m'a aidé, il n'y a jamais un champion sportif qui est sorti, qui a apparu dans un moment facile. Les champions sportifs, c'est tout le temps quand Zidane a besoin de marquer 3 buts pour que l'équipe puisse passer au prochain, puis il a 5 minutes. C'est là que ça arrive. C'est pas genre, l'équipe était super forte, tout allait bien, donc on n'avait pas besoin genre d'un bon joueur. C'est tout le temps quand il y a des moments difficiles que là, c'est là qu'on peut devenir bon. Puis, avec la COVID, maintenant, c'est exactement ça. Je suis arrivé en paix avec le fait que, ça c'est propre à chacun, mais à mon avis, du moins ici, notre gouvernement n'a pas mis des mesures en place avec le premier objectif de faire mal à sa population, le plus mal possible. Donc après, ils l'ont mal fait, si, ça, on peut en débattre pendant super longtemps. Mais donc, OK, j'arrête de me faire du mauvais sang avec ça et je le vois comme comment est-ce que je peux utiliser ça comme une opportunité. J'ai été forcé à développer de l'entraînement virtuel. Au niveau business,
j'ai commencé à regarder parce qu'on peut parler d'inflation et compagnie. Nos pays ont. Bon. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto, voir comment est-ce que ma business peut utiliser la crypto. Ça fait juste des opportunités. Ça fait juste des opportunités parce que c'est un moment difficile. Les moments difficiles rendent les gens plus forts. Tu sais. On était dans un moment trop facile et les gens faciles, ça rend les gens faibles. Là, l'idée, c'est que tu fais frapper un peu. Comment tu as switché du coup sur le online? Ça a été facile pour toi? C'était quelque chose que tu faisais déjà un peu ou pas forcément? C'est vraiment pas ça. Ah, je t'entends plus. Attends, il n'y a plus de son. Hop. Non, ça ne. Attends. Ouais, c'est bon, ça doit être bon. Ah non. Je ne t'entends plus. Ah oui, c'est bon, parfait. Ok, parfait. Ouais. On va y aller sans les écouteurs. Au début, j'expliquais même aux gens qui passaient beaucoup de temps sur Instagram et compagnie que ça se passait dans le monde réel. J'étais pas trop pour ces trucs-là. Je disais, t'es mieux d'être emballeur dans une supérette, gagner un peu d'argent puis t'entraîner que d'essayer de faire des pauses pour les vendre. C'était une erreur parce qu'il y a un énorme marché, il y a des gens qui fonctionnent très bien avec ça. Mais donc, ça m'a forcé, même chose, ça m'a forcé du jour au lendemain à dire, tu sais quoi, peut-être que j'ai fait fausse route. Soyons curieux un peu, on va regarder comment ça fonctionne. J'étais super chanceux encore une fois parce que j'avais un ancien coach qui, lui, avait démarré 1 an avant une business en ligne qui fonctionnait relativement bien. Je suis allé apprendre de lui un peu. Et puis, on l'a démarré. Il y a encore plein de trucs à améliorer, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'était je l'aurais jamais fait. Tu le continues toujours, ce business online? Ah, je pense que oui, je pense que ça sera toujours. Donc, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? CrossFit Laval chez toi, dans le fond, ce que c'est une programmation. En fait, c'est la version 2.0 de ce que je faisais avant. Avant, je programmais, puis il y a des gens qui pouvaient s'abonner à la programmation. Là, maintenant, on reçoit la programmation, en plus d'avoir accès 4 fois par semaine à un cours complet d'1 heure. Donc, dans le fond, c'est un cours différent que le CrossFit habituel. C'est moi qui fais l'entraînement, mais qui parle avant. Tu sais, OK, on pourrait modifier de telle façon. Voici, ça va être quoi le point de focus de la journée. C'est sûr qu'on n'a pas le même genre de coaching que hey, Andy pousse les genoux vers l'extérieur, je ne te vois pas. Puis, dans le fond, ça a comme créé un nouveau produit. Au début, je ne m'en suis pas aperçu. Mais, exemple, aujourd'hui, on faisait le live 263. Ce qui fait que donc, quand toi, tu te connectes sur la... tous les matins? C'est 4 fois semaine. Donc, 4 fois semaine, OK. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, toi, quand tu te connectes et tu te dis ah, ça me barre vraiment aujourd'hui, il y a du rameur, il y a des sauts sur une boîte. Moi, j'ai juste accès à une chaise. La modification du rameur, il nous fait faire des courses navettes, ça m'emmerde vraiment. J'ai pas envie de faire celui-là. Mais c'est pas grave. Tu vas dans les archives, tu en as 262 autres. C'est devenu un peu comme, c'est ça que mes clients disaient, comme un peu le Netflix du fitness. Ça a comme créé un truc que normalement, c'était impossible dans la boxe d'arriver et de dire, moi, je ne fais pas ça. Mais aujourd'hui, selon l'humeur de la personne, il change. Okay. Il va dans les archives, boum, il en prend un autre. Donc, comme ça, on a fait un peu des thèmes. Les 50 premiers, il y a juste des haltères. Puis après, au fur et à mesure, mes clients, de toute façon, s'équipaient. Ouais. Donc, au fur et à mesure, c'est des entraînements de plus en plus complexes. Où est-ce que, oui, on utilise même des machines parce qu'il y en a qui ont acheté des rameurs, qui ont acheté… Bon, on est dans une zone quand même à Laval où est-ce que la plupart des gens peuvent avoir une maison avec une pièce. C'est sûr que si ma clientèle était à Paris, peut-être ce serait plus compliqué de mettre des poids où il faut faire dropper les barres. Je comprends parce que la plupart des gens seraient dans un appartement et avec 17 voisins. Mais après, ce qui est cool aussi avec le web, c'est que tu n'es pas focus sur, on va dire, ta ville, c'est que tu as le marché, tu as tout le marché, on va dire, mondial, entre guillemets. Oui, mais encore une fois, par contre, je me suis dit que je n'allais pas faire la même erreur que j'avais déjà faite. Je suis vraiment allé avec la culture locale, ce qui veut dire que j'ai des gens d'ailleurs, j'ai des Français, par exemple, mais je prends pour acquis que les gens ont accès à une maison avec un garage gym. Parce que sinon, après, si j'essaie de faire plaisir à tout le monde, et
Et après, ouais, je leur donne toujours des options. Donc, s'ils n'ont pas accès, ils n'ont pas accès. C'est pas grave, j'ai des clients ici en appartement. Mais je prends pour acquis que c'est fait pour. Puis c'est à une heure qui fonctionne pour l'Amérique du Nord. Tu sais, Oui. parce qu'il arrive un moment, sinon ça devient comme tu as dit, on fait le Global Gym, là, le one size fits all. Puis pour finir, il n'y a personne qui aime ça. Et ton garage gym, j'ai vu un peu, j'ai regardé ta chaîne YouTube et tout, qui est génial. Ça t'a un investissement de combien pour monter ce genre Ça, c'est de… vraiment dur à savoir. Il faudrait que je fasse le calcul. Parce qu'en fait, pour faire une histoire un peu plus longue, moi, j'habitais dans le sous-sol d'un de mes entraîneurs. Mais j'étais déjà marié avec ma femme. Tout lui était pompier, donc il n'était jamais là. Donc, ça m'allait très bien parce que je payais très peu par mois. Puis à un moment, on a voulu avoir des enfants. Tout, ma femme m'a dit, il faudrait peut-être qu'on ait une maison. J'ai dit, ouais, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Parce qu'avant, je bougeais tout le temps, tout ça. Donc, je n'avais jamais vraiment envisagé avoir une maison parce que après, tu es obligé d'être à un endroit pendant un moment, à moins que tu l'achètes content. Tu sais. Mais j'ai dit, tu sais quoi, fais des recherches. Si la maison te plaît, c'est bon. Tu sais, je vais venir la voir, tout, mais tu sais, j'ai aucun truc que je veux dans une maison. Ça me dérange pas. Fait que là, elle m'en fait visiter une. Je suis comme, ouais, c'est exactement comme je pensais. J'ai comme aucun sentiment pour la maison. Tout. Je dis, si la maison est bien, elle est dans nos prix et tout, c'est bon. Je veux dire. Puis après, elle dit, on va quand même en visiter une autre. Là, on visite une maison parce que c'était un ancien garagiste. Il y avait un garage quadruple. Donc, tu peux rentrer 4 autos dans le garage sur le côté de la maison. T'sais. Et là, tu as eu le déclic, là. Là, je lui ai dit, tu sais quoi, on achète celle-là parce que là, je viens d'avoir une vision. donc après, ça a commencé il y a 9 ans. C'est il y a 9 ans que j'ai acheté la maison. Ça a commencé très tranquillement. J'ai acheté un tapis. Après ça, il fallait qu'on… Exemple, j'avais des plates du gym qui étaient cassées, donc je les amenais parce que je pouvais quand même squatter avec. Donc, tranquillement. Puis il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs qui arrivent comme ça, mais il y a eu un moment, j'ai dit, tu sais, je fais un 2e étage au-dessus du garage parce que je veux qu'on puisse faire des muscle-up à l'intérieur. Je veux qu'on puisse monter à la corde. Je veux que, tu sais… Le grand malade, quoi. Et pour vrai, en plus, je me suis dit, j'ai démarré le CrossFit avec CrossFit Santa Cruz. Je vais faire une réplique du premier gym. Donc, c'est pour ça la mezzanine qui est en demi, tout, c'est une réplique. C'est la moitié du premier gym CrossFit, en fait. Donc, c'était pour ça. Mais le truc, c'est que ça a été sur tellement d'années que je veux dire, tu sais, en dollars, ça doit être au moins 50 000 $. Tu sais, c'est pas… Parce que Ouais, c'est… comme ça a été découpé, après, en termes de budget, ça passe mieux, du coup. Et est-ce que tu Ouais, es obligé de monter dans ta chambre à la corde, non? Non, mais je veux dire, j'ai un escalier, puis on a une rambarde là, ici, là, et les rambardes s'enlèvent dans certains workouts pour qu'on puisse monter au 2e étage avec la corde. C'est énorme. Excellent. Et là, du coup, tu as reproduit un centre d'entraînement. Tu y fais quoi? Tu y fais des WOD régulièrement? Comment tu t'organises? Ben, quand on a le droit, je donne un cours le matin, un cours sur l'heure du midi à 11h, et ben, juste avant midi, et puis un cours le soir. OK. Dans le fond, je donne 3 cours. J'ai des gens principalement locaux là, qui habitent sur ma rue, tout ça. Puis on donne des petits cours à 4 à 6 personnes. Vraiment, on est retourné à la base. Je me suis dit, tu sais, c'est quoi que j'aimais la première version CrossFit Laval? Je donnais tous les cours, j'aimais ça. Je connaissais tout le monde. Donc, j'ai vraiment remis à la base ce truc-là. Moi, ce qui fait que ça me donne quand même pas mal de temps libre parce qu'après, j'ai l'heure du live. Donc, j'ai 4 heures dans la journée où est-ce que je coach. Le reste du temps, je peux quand même… Tu sais, je n'ai pas refait l'erreur qu'on fait tous au début. Il faut que je sois ouvert 24 heures sur 24. OK. Il n'y a rien les fins de semaine. Bonne transition. Quelles sont les plus grosses erreurs que tu as fait en tant qu'honneur de boxe? La première erreur, c'est de vouloir grossir à tout prix. C'est de voir que le succès, c'était d'avoir la plus grosse boxe possible. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on était 10 000 pieds carrés, donc comme je dis, 3 000 quelque chose mètres carrés, je veux dire, on avait une section
dédiés à nos équipes de compétition. Par exemple, ils pouvaient arriver n'importe quand. On avait le warm pour pouvoir s'entraîner, tout. Ils pouvaient s'entraîner à 6 parce que dans ces moments-là, les équipes étaient 6, tout ça. Plus on avait les cours de l'autre côté et ça roulait. Mais pour finir, le gym, il rapportait très peu. C'était énormément de ressources utilisées pour un très petit nombre de membres. Même aussi, ça commençait à faire nous on dit des clics un peu, ça cloisonnait un peu les gens. Il y avait des groupes qui se formaient. Ouais, j'aime pas le groupe de 6 heures, genre j'aime pas le. Ouais, des sortes de clans, quoi. Parce qu'on commençait à être beaucoup et surtout parce que je leur donnais la possibilité de faire presque de la ségrégation. Là, ça, c'est le côté des compétiteurs, ça, c'est le côté des courses, ça, c'est le. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais dans ce côté-là? Ah oui. Tu vois un peu le genre. Donc, ça, c'était une grosse erreur. Je ne peux pas parler pour en France, mais pour ici, il y a plusieurs tailles parfaites. Mais entre ces tailles-là, ça ne fonctionne pas. Au niveau business, on parle. Comme là, en ce moment, j'ai la plus petite taille. Tu vois, j'ai 25 membres. Je fonctionne très bien. Je pourrais monter facilement un max de 40, à mon avis. Mais là, je bloque à 25 parce que je veux juste 4 heures de coaching par jour, mais je pourrais faire 5 ou 6 heures. On aurait 40, ça fonctionnerait bien. Après ça, sinon, il y avait mon autre taille parfaite, c'était 150. Bon, après, quand je dis 150, ça peut aller jusqu'à 200. Et ça peut descendre à 125, mais autour de ça. Puis après, tu as 500 et plus. Mais il y a un moment, on était dans les 350-400 membres. Ça, c'était entre deux. Ça ne marchait pas. Ouais. Au niveau business, on a eu du fun. Ça a été dans certaines des meilleures années, par contre, genre au niveau fun de ma vie. On balançait plein d'équipes à toutes les compétitions. On allait, c'était cool. Ça avait d'autres intérêts. C'est pour ça que je continuais. À 150, 200 membres, tu avais combien de coachs? À Cross Laval, on a toujours été un nombre de coachs relativement limité. J'avais Ben qui était mon employé et moi qui faisait la plupart des heures. Puis après ça, j'avais des coachs. Des intervenants, quoi. Qui étaient passionnés, mais qui faisaient d'autres choses. Comme mon coach de 6 heures du matin, c'est un gars qui était dans le textile. Il faisait ça parce que ça le forçait à se réveiller. Il venait s'entraîner de 5 à 6, puis après ça, il donnait le cours de 6 à 7. Mais comme il était obligé de donner le cours, il s'entraînait quand même. Donc, on avait des arrangements un peu comme ça. Au plus gros, j'avais une fille qui faisait de l'administratif pour moi en demi-temps et qui faisait un peu comme la bouche-trou. Elle était capable de coacher, elle pouvait faire le bureau en avant, elle pouvait faire tous ces trucs-là. Il y avait Benoît qui coachait, il y avait moi. Et puis après, j'en avais 2 autres coachs qui faisaient autour de 10-15 heures par semaine. Mais après ça, c'était des 3-4 heures. Là. Des gens qui faisaient ça parce que ça leur faisait plaisir. Aujourd'hui, tu gères ton business seul ou tu as peut-être un coach qui vient t'aider ou tu arrives à gérer tout seul? J'ai tout le temps quelqu'un qui est préparé pour au cas où. Donc, là, en ce moment, j'ai une de mes membres qui aussi a son niveau 1, qui a déjà coaché un petit peu à la boxe, mais même chose, elle a travaillé en finance à la bourse. Okay. Je veux dire, elle n'a pas nécessairement tant de temps que ça, mais si une journée, je dois donner un webinaire pour CrossFit ou alors il y a 30 cm de neige qui sont tombés puis je vais aller skier, elle peut prendre le cours de 11 heures. Oui, OK. Et est-ce que tu rajoutes du coup avec cette partie-là de WOD, de l'entraînement, est-ce que tu rajoutes de la nutrition? Est-ce que tu rajoutes, moi j'aime bien parler de coaching à 360, coaching un peu des habitudes holistiques. Est-ce que tu rajoutes aussi cette partie nutrition, stress, etc. ou pas je pense que ça, c'est le plus gros défi dans les box parce que tu peux t'entraîner aussi fort que tu veux. Il n'y a rien qui va se passer s'il n'y a pas de reste. Rien. Il y a moins de choses qui vont se passer que si on prend une approche justement holistique, comme tu dis. Mais d'un autre côté aussi, on a seulement 1 heure. Donc, moi, je fais allusion à plusieurs choses régulièrement. Et après, on en discute de façon avant les cours ou après les cours. OK. Mais comme ça, parce que je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui rentrent, puis pour eux, c'est tellement difficile de juste commencer à venir 3 fois semaine s'entraîner que là, ils entendent que peut-être on peut faire du jeûne intermittent ou tout ça. C'est des malades, je ne veux plus revenir ici. Oui, je comprends.
Et après, le truc qui m'a le plus aidé pour ça, par contre, encore une fois, merci à la pandémie, c'est mon channel YouTube. J'ai commencé à réviser, à résumer plein de livres. Donc là, maintenant, je vais faire ça. Tu sais, je vais parler, exemple, je vais dire, hey guys, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va peut-être vous choquer, mais il y a des acides aminés essentiels, donc il faut manger des protéines. Il y a des acides gras essentiels, il faut manger des gras. Il n'y a aucun glucide essentiel. Donc, à la rigueur, on pourrait être carnivore pour le reste de notre vie et pas avoir de carence. Là, les gens disent, ah, c'est des malades. Je ne vous dis pas d'être carnivore, mais si ça a piqué votre curiosité, j'ai fait un résumé d'un livre sur les gens qui sont carnivores. Allez l'écouter, on s'en parle au prochain cours. Tu sais. Fait que, Tu te crées en fait une bibliothèque de contenu et ce contenu-là, en fait, le membre qui est prêt à la regarder ou à être intéressé, bah après, ça permet justement de discuter, quoi. ouais, puis après, tu sais, je veux dire, ça, c'est extrême d'être carnivore. Je suis d'accord. Je dis à personne, vous devriez, tout le monde devrait être carnivore. Non. Mais dans certains cas, ça peut aider. Par exemple, j'ai une cliente que ça aide énormément pour la ménopause. Ben elle, justement, c'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde. Tu sais, elle est tout de suite allée lire regarder le résumé, elle m'en a parlé. Donc là, on échange après sur les médias, sur Messenger et compagnie, puis boum, on met en place le truc. Mais j'essaye de faire que ça vienne d'eux. Je dis pas que c'est la meilleure façon, mais ça vient plus d'eux. J'essaie de piquer leur curiosité que moi dire hey, vous savez, je l'ai déjà fait. En janvier, tout le monde, pas de sucre. En si, Sauf que assez souvent, encore une fois, ça crée des petits groupes parce qu'il y en a qui n'embarquent pas pour X raisons. Des fois, c'est des bonnes raisons. Mais après, ils se font comme rejeter un peu. Ouais, mais toi, tu ne l'as pas fait, donc tu ne vas pas venir à notre souper de trucs. C'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te fait lever tous les matins, toi, Mathieu? Mon alarme. Mais. C'est pas faux. Mon alarme. Honnêtement, j'ai encore des trucs à accomplir. Je veux encore pousser la machine un peu sur le plan compétitif. Pas nécessairement avec des résultats dans des compés ou quoi que ce soit, mais je suis impressionné qu'à l'aube d'avoir 40 ans, je fais encore des records sur plein de trucs. Donc, je me dis, c'est cool, j'ai pas envie de passer à côté de ça parce que je suis très conscient qu'il me reste pas tant d'années à faire des records. Il y a un moment, ça va descendre. Donc, c'est quoi là, le prochain que tu as envie d'accomplir? Ben, non, ça a plus rapport avec genre, je veux maintenir mes habitudes le plus longtemps possible. Donc, tu sais, on va pas se le cacher. Il y a des fois le matin, j'ai une fille ou deux qui a mal dormi. J'ai mal dormi parce que je me suis réveillé, si, ça. Je donne mon cours de 6 h du matin, puis là, je dois faire le live à 7 h 30. Des fois, j'ai des partenaires d'entraînement qui viennent. Des fois, j'en ai pas. Là, je suis tout seul. Il fait froid. Ça serait facile de juste y aller à, on dit idle speed, là, au neutre. Y aller vraiment relax. Ben, c'est justement ça mon défi. C'est exactement comme quand j'étais athlète de haut niveau. Je me dis non, je me dois encore genre, d'aller à 100% à chaque fois que je peux parce que je veux voir où est-ce que ça m'amène. On m'a tellement dit, tu vas voir, tu vas être cassé de partout. Moi, j'ai dit, j'ai fait 20 ans de voile compétitive. J'ai fait 15 ans de CrossFit. Et je suis encore là. Tu t'es jamais senti aussi bien. Exact, je suis encore là. Donc ça, c'est un des objectifs. L'autre objectif, honnêtement, j'ai super hâte à ça. Ça va prendre longtemps parce que ma plus vieille a 7 ans. Mais j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi les passions de mes enfants. Je me croise les doigts qu'il y a un truc qui ressemble un peu à un truc physique. Peut-être que ce sera l'alpinisme ou quoi que ce soit. Mais peu importe ce que ce sera peut-être les échecs. Mais de justement avoir la capacité d'embarquer à fond avec eux. Donc, ça me garde justement aussi à vouloir pousser parce que à la rigueur, il y en a une qui aime le skateboard. Je ne sais pas faire du skateboard, ben, je vais commencer à faire du skateboard. Et je vais voir ça comme un défi, puis ça va être cool genre, de pouvoir le faire. Alors que je me rappelle facilement que genre à partir de 10 ans, j'étais meilleur que mon père en ski. Il ne pouvait plus suivre. Fait que je me dis, ça va être. Ouais. C'est un défi. C'est un bon défi que je me donne.
Puis si ce n'est pas physique, ce sera dans d'autres choses. En fait, ça me sortira de ma zone de confort encore plus parce que je n'ai jamais essayé de faire des défis autres que là, mes lectures, genre, tu sais, devenir bon aux échecs ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais essayé de faire ce genre de truc-là. Donc, à la rigueur, tu sais, ça me forcera à rester curieux et actif, mais ça, j'ai hâte, tu sais, de voir un peu comment ça va aussi me... Parce que par définition, c'est sûr qu'ils choisissent un truc. Ben, pas nécessairement sûr, mais la plupart choisissent des trucs qui ne t'intéressent pas tant que ça. Tu sais. Ils ont quel âge là aujourd'hui? Justement, c'est comme ça qu'ils arrivent à. C'est comme ça que moi, tu sais, mes parents trouvaient que le sport puis l'entrepreneuriat, c'était bizarre. Ben, je me suis comme affranchi en faisant du sport et de l'entrepreneuriat. Tu sais. Donc, je sais que ça va être un gros défi. Tu sais. Ouais, Donc, dis-leur que tu n'aimes pas le CrossFit. Comme ça, peut-être qu'ils feront du CrossFit. Tu vois, faut. on ne sait jamais, on sait jamais. Mais non, j'ai pas envie. Je veux laisser la vie vivre son cours, mais donc, je sais que ça va être un défi plus grand que, tu sais, là, c'est drôle à dire en théorie, ouais, je vais le faire, puis, tu sais, tout le monde comme moi, tu es en forme, tu vas pouvoir le faire, mais, tu sais, à mon avis, ça ne sera pas si facile, tu sais, ça va être genre de la pêche compétitive, puis moi, je vais être comme, c'est ennuyant, ce truc, genre, merde, c'est quoi le… Ils ont quel âge là? 7, 2, puis le troisième n'est pas né encore, là. Ok. C'est quoi ton échec préféré? C'est drôle parce que ma citation préférée, c'est pour gagner, il faut risquer la défaite de Jean-Claude Killy. De ne pas être allé aux Jeux Olympiques. Ouais. On a essayé 4 fois. La troisième fois, c'était un peu lourd. J'étais comme, merde, peut-être que j'ai fait fausse route parce que je commençais justement à vieillir aussi un peu. Je me disais, tu sais, pendant que tous mes amis, eux, prennent de l'expérience sur le marché du travail, moi, je suis en train de faire des ronds dans l'eau, tu sais. Puis si, pour finir, je n'arrive pas à devenir un super athlète, c'est quoi que je vais faire, tu sais. Donc, ça m'a questionné beaucoup. Et puis, ça m'a permis justement de comprendre que, je sais, c'est le truc cliché, puis on a tendance à… Les gens qui ont, exemple, été aux Olympiques vont avoir tendance à dire « Ouais, c'est facile à dire quand tu n'as pas réussi que la vraie valeur du truc, c'est le processus que tu n'as pas réussi. » Mais d'un autre côté, pour avoir des amis qui y sont allés aux Olympiques et qui en ce moment ne sont pas en si bonne posture que ça me remet vraiment justement en perspective que c'est vrai que c'est le processus qui est vraiment important parce qu'eux, en fait, ont vécu le résultat, pas le processus. Ce qui ne veut pas dire que, je veux dire, il y en a qui fonctionnent très bien, qui ont réussi aussi. Mais c'est le processus qui leur a permis après réussir. Donc, ça m'a vraiment mis en place que, la pire chose que tu peux faire, c'est d'avoir peur de rater et donc pas le faire. Parce qu'en fait, tout ce que tu devrais, c'est comme cool, un nouveau processus, let's go. Oui, je pense que c'est dans la vie, c'est que des nouvelles expériences et sortir, comme tu l'as dit, de sa zone de confort pour avancer, quoi. Ouais. Et avec le recul et l'expérience, est-ce que tu aurais fait quelque chose de différent? Que ce soit à travers ton parcours de sportif de haut niveau ou par rapport au CrossFit, etc. Non, ça pour ça, je rejoins beaucoup. Je ne sais pas si tu as déjà regardé le speech de Steve Jobs là, À Harvard? Ouais. Tu sais, il dit que c'est après coup que tu peux connecter les points. Tu sais. Donc, je veux dire, maintenant, même les trucs qui étaient extrêmement chiants, qui étaient douloureux et qui étaient, à ce moment-là, je me disais, inutiles, semblent se connecter, tu sais, parce qu'après, dans le fond, tu es la résultante de tous ces échecs-là ou réussites d'avant. Donc, tu sais, est-ce que j'aurais voulu changer un truc? Non, parce que sinon, je ne serais pas ce que je peux faire en ce moment, tu sais. Puis, dès que tu commences à te dire que tu as fait une erreur irréparable dans le passé, donc tu voudrais la changer, tu te mets à pas vraiment être capable d'être heureux dans le présent parce que tu ne pourras plus jamais la changer, tu sais. Donc, moi, j'aime beaucoup, tu as des philosophes japonais qui disent ça, plus tu vieillis, plus tu es chanceux parce que les jeunes, eux, ils ont un potentiel dans le futur, mais toi, tu as de la réalité dans le passé. Donc, je pense qu'il faut être fier de la réalité que tu as vécue et l'utiliser pour justement avoir un encore plus grand potentiel dans le futur parce que toi, tu as de la réalité à te baser contre ça. Et
Et ça m'est arrivé pour vrai à mon premier meeting sur l'équipe nationale. On s'est qualifié tard. Je pense que j'avais 25 ou 26 ans. Donc, il y avait plusieurs gars qui étaient beaucoup plus jeunes que nous. Puis nous, on était dans les cartes de développement. On avait des brevets de développement parce que c'était notre première année. Puis on avait le sourire avec mon coéquipier, fendu jusqu'aux oreilles. On a réussi, là, c'est cool. Les autres étaient sérieux. Puis le coach en chef, je me rappelle, il me dit « Pourquoi tu souris, Matt? » Je dis on a réussi, on est sur l'équipe nationale. Il venait de finir son petit discours, puis il nous avait dit que tout le monde avait du potentiel pour le Canada. On allait essayer, on venait de gagner une médaille d'argent aux Jeux olympiques à Athènes, donc le programme allait bien et tout. Il dit « Ouais, mais tu vois tout le monde dans la salle ici? Eux, ils ont des résultats. Toi, tu as juste du potentiel. Fait que commence à travailler, tu souriras quand tu auras des résultats. » Puis c'était exactement ça aussi. Dans le fond, ils parlaient de leur passé. Eux avaient de la réalité dans le passé. Moi, je souriais d'un truc potentiel futur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être excité du futur, mais il y a 100% raison au niveau que le passé, c'est ta plus grande richesse. Que les trucs que tu as aimés, que tu n'as pas aimés, au moins, c'est de la réalité, c'est concret. Tu sais que ça s'est passé. Le futur… Tu peux construire là-dessus, quoi. C'est beaucoup plus facile de construire sur le passé que… Exact. Merci en tout cas, c'était super inspirant. Dernière petite question, comme j'aime beaucoup les livres, est-ce que tu aurais un livre ou deux à nous partager, un livre qui t'inspire et que tu recommandes souvent ou que tu achètes et que oui. Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning. C'est Viktor Frankl, un psychiatre qui raconte dans le fond son expérience dans les camps de concentration pendant 3 ans et ses apprentissages. C'est 0 sur les atrocités qu'il a vécues au niveau que tu arrives à dormir la nuit en lisant. C'est beaucoup plus sur le cheminement, justement, intérieur d'un homme qui te dit que, dans le fond, même dans les pires scénarios du monde, tu peux trouver un sens à ta vie. Donc, je trouve ça très d'actualité avec la COVID sur ceux qui ont potentiellement un peu de mal, justement, à se sentir utile ou de voir comment… Pas du tout avec l'optique de se dire, il y en a qui l'ont eu pire, là. C'est pas ça l'idée, puis c'est pas ce qu'il dit. Moi, j'ai souffert beaucoup, donc toi, tu devrais être content. C'est vraiment pas ça. C'est plus de comprendre justement, encore une fois, les processus normaux qui se passent dans notre tête et comment faire pour justement extracter aussi petit qu'il soit le bien de n'importe quelle situation. Donc ça, c'est définitivement un très, très bon livre, tout petit. Et je vais regarder, j'en ai plein ici. C'est lequel autre que… Je l'ai ici. Voilà. J'aime énormément ce gars, Idriss Aberkan. L'économie de la connaissance, traité d'écologie positive. Il y a aussi Gunther Pauli qui fait des trucs sur le Blue Economy. Mais Idriss l'explique vraiment bien. En gros, on a tous tendance à se dire, je souhaiterais avoir un puits de pétrole dans mon jardin. Bon, de façon imagée, là. Mais parce que je serais riche. Parce que je pourrais extraire le pétrole, le vendre, je serais riche. Ou une mine d'or dans mon jardin, exemple. Puis lui, il t'explique qu'on n'est plus dans cette économie-là, on est dans l'économie de la connaissance. Ceux qui minent les données et la connaissance, c'est les plus riches. Il prend par exemple Apple qui vend juste leur connaissance parce qu'ils vendent de façon très chère, genre les composantes séparées. Elles coûtent presque rien, c'est juste de les assembler dans cette façon-là. Même principe avec Facebook, qu'on aime Facebook ou pas, ils valent plus cher que BP, qui est la plus grosse pétrolière au monde, parce qu'ils minent des données. Donc, c'est un très, très bon, je trouve, livre pour avoir se rendre compte que tu n'as pas besoin d'avoir de talent, en fait, si tu l'extrapoles après à toi. Tu n'as pas besoin de miner à l'intérieur de ouais, mais moi, j'ai pas de talent dans ci, j'ai pas de talent dans ça. C'est comme non, mais mine la connaissance. Tu sais. Si tu creuses dans un puits, mais regarde, à un moment, il y a un fond, mais si tu creuses vers les étoiles, il n'y a pas de fond. Tu sais. L'univers est en plus en expansion. Donc, ça agrandit tout le temps. Donc, c'est ça l'idée. Je trouve ça ultra cool. Et le truc que je trouve encore plus cool aussi, c'est, je pense, le premier auteur que je lis qui est plus jeune que moi, donc contemporain et qui est vivant, là, en étant plus jeune que moi, et que j'aime vraiment bien. Tu sais. On est entre bonnes mains pour l'avenir. Ouais, j'écoute aussi sa chaîne YouTube et
ouais, il est très, très, très inspirant. Exact. Très inspirant. Bah, merci en tout cas, Mathieu. Est-ce que tu veux rajouter un dernière petite chose à dire aux professionnels, aux coachs qui nous écoutent? Ben, si jamais vous avez des questions ou vous avez quoi que ce soit que vous voulez partager, ben, écrivez-moi, ça me fera plaisir de vous répondre ou de vous lire. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux? Ben, avec mon nom, Mathieu Dubroc sur Instagram. Je ne suis pas ultra actif sur Facebook, mais mon Messenger fonctionne. Et est-ce qu'il y a crossfitlaval.ca et crossfitlavalchestois.ca, les deux amènent au même endroit. Si vous cliquez dans le contact, c'est moi. Donc, je mettrai tous les liens dans l'épisode en tout cas. Merci d'avoir pris du temps, c'était cool. Merci à tous d'être restés. Pensez à mettre un petit commentaire du coup, un 5 étoiles à Mathieu. Et puis, au plaisir de vous revoir pour une prochaine interview. Allez, merci à tous. Merci Matt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.